Hier, mais ce n'est pas gênant. Donc, nous sommes maintenant dans notre 54e conférence, ici même, et nous sommes très heureux de voir autant de monde. Donc, nous allons parler de la planète Mars avec notre ami Jean-Pierre, qui est un grand spécialiste de cette planète. Il faut savoir que il y a eu à peu près, je ne sais plus combien, 5 ou 6 ou 7 rovers sur Mars. Il y a beaucoup de sondes. Il y a beaucoup de sondes sur Mars. Non, ce n'est pas des sondes, c'est avec des roues. Les sondes, ça tourne. Oui, mais tu sais plus ça. Il y a des sondes et il y a des rovers. Bon. Et vous devez vous douter un peu ce que cherchent ces rovers. Bien, je vais vous le dire. Ils cherchent de l'ARN. Et oui, vous avez entendu ça à la télé. Et même de l'ARN qui porte des messages. C'est tout ce que ça vous fait. Bon. Alors, je vais vous dire. Je pense que Jean-Pierre vous le dira. Tous ces ARN, ça cherche des argiles. Des argiles dans des anciens estuaires, des anciens lacs, qui évidemment sont asséchés. Et dans ces archives, je vous dis ça parce que nous avons quelqu'un que nous connaissons qui s'appelle Jean-Pierre Bibring. C'est un gars qui a un look un peu à la Einstein et qui cherche beaucoup des traces de vie sur les planètes, et notamment sur la planète Mars. Et ce que l'on cherche, ce sont des acides aminés. Vous dites rien, ça, des acides aminés. C'est ce qui est déduit de ces fameux ARN. Et ça permet, à travers des ribosomes, de produire des protéines. Et les protéines, bon, j'ose pas parler de vaccin parce que vous n'avez pas de tomates, mais c'était comme. Donc, ce sera d'ailleurs le sujet de notre prochaine conférence. Et donc, ça va être une conférence assez intéressante parce que la planète Mars, c'est quelque chose qui attire beaucoup de monde, notamment des milliardaires. Bon, personnellement, je préférerais qu'ils donnent à bouffer à tous les enfants de la Terre qui crèvent de faim, mais enfin, il faut aussi conquérir l'espace. Donc, je vais maintenant céder la parole à mon ami Jean-Pierre, qui va vous faire un plaisir de parler de la planète Mars. En sortant d'ici, vous allez avoir une lumière dans le ciel. Il s'agit de la planète Jupiter. Et à côté, un point beaucoup plus petit, vers la droite, il s'agit de la planète Saturne. Vous voyez qu'on a placé cette nouvelle conférence sur la connaissance des planètes. À toi, mon cher. Merci, notre président mélanchoniste. Tu veux donner à manger à toute la planète, j'ai compris. Bon, merci à tous d'être venus. Ça fait plaisir de retrouver du public en chair et en os. Ça nous manquait. On a fait vivre Vega par l'intermédiaire de vidéos, mais ça n'a pas le même goût. Donc, on est très contents. Je signale, je remercie aussi la Société astronomique de France qui nous a donné quelques exemplaires tirés à part de numéros spéciaux sur Mars. Donc, si vous voulez vous servir à la fin, je ne ramène rien. Est-ce que vous m'entendez là avec le micro dans le fond? Oui, parce que ça a l'air faiblard. Si c'est pas bon, vous faites ça. Hein? D'accord? Alors, en fait, vous savez qu'on a, depuis 50, 60 ans, on a lancé des sondes autour de Mars et des atterrisseurs. Et il faudrait essayer de comprendre un peu, faire le bilan de cette époque. Mais avant, on va essayer de faire le point sur la planète Mars, ce qu'on savait avant les robots et ce que les robots nous ont apporté. Alors vous voyez, là, en bas à droite, c'est la vue de Mars depuis la Terre. On ne voit pas grand-chose, hein, mais néanmoins, ça a permis d'éveiller la curiosité des astronomes des siècles précédents. Alors, quelques données sur Mars.
Mars, d'abord Mars, le nom de Mars, eh ben, c'est le nom du dieu de la guerre pour les Romains. Ça s'appelle Arès chez les Grecs. Et dès l'origine, le mouvement dans le ciel a intrigué parce que Mars dans le ciel a un mouvement, une période de l'année, il fait une certaine boucle, il marche de façon rétrograde et on ne comprenait pas pourquoi. Je vous rappelle qu'il y a 2-3 000 ans, les gens pensaient que la Terre était au centre du système solaire et donc ils n'arrivaient pas à imaginer qu'avec la Terre au centre et Mars qui tourne autour de la Terre, ça puisse faire un mouvement comme ça. D'ailleurs, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille des astronomes du XVIIe et du XVIe siècle, notamment Copernic qui a compris. Et en fait, ça voulait dire tout simplement que la Terre n'était pas au centre du système solaire. Alors vous voyez, est-ce que vous voyez ma flèche là? Vous voyez la position de Mars. Elle est à la limite de ce qu'on appelle la zone habitable autour d'une étoile. Hein, cette zone habitable, eh ben, elle dépasse un peu Vénus, elle couvre la Terre et elle touche un peu Mars. Hein, donc Mars était à la limite de la zone habitable, est à la limite de la zone habitable en ce moment, mais il y a quelques millions d'années, peut-être que Mars était aussi dans la zone habitable. Hein, donc on va voir si c'était possible et si c'est une hypothèse intéressante. Donc les 4 planètes rocheuses, où on dit telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. À propos de Mercure, vous savez qu'il y a une sonde de l'ESA qui est en train de se balader près de Mercure, qui l'a frôlé de très près, qui a pris des photos. Alors pourquoi l'avoir frôlé de très près? Eh bien simplement pour faire une petite assistance gravitationnelle, prendre un peu de l'énergie de la planète Mercure et non pas pour l'accélérer, mais pour la ralentir. La ralentir. Mais il est fou le gars, pourquoi la ralentir? Ben oui, parce que quand on vise depuis la Terre, si on vise Mercure, on va vers le Soleil. Et on ne veut pas que le Soleil nous attrape. Hein, le Soleil a une très forte gravité, donc il faut lutter contre la gravité du Soleil et ralentir. Voilà, bon, c'est une aparté. Alors là, Mars, c'est en gros la moitié de la Terre. Elle est née en même temps que la Terre, il y a 4,5 milliards d'années. Elle est 2 fois plus petite, mais la densité est plus faible, donc elle est 10 fois moins lourde. Donc vous allez comprendre que ça veut dire que la gravité, il sera beaucoup plus faible que sur Terre, et effectivement, elle est plus faible que sur Terre. Et étant plus faible, une des conséquences, ça va être que son atmosphère va s'échapper dans l'espace. De plus, le CO2 de l'atmosphère va diminuer, donc l'effet de serre qui existait sur cette planète et sur la Terre, hein, je vous signale que tout le monde crache sur le CO2, mais c'est l'effet de serre qui a sauvé la race humaine. Hein. Il n'y aurait pas eu d'effet de serre sur Terre, on ne serait pas là à discuter de ça aujourd'hui. Hein. Donc un peu de CO2, ça aide. Hein. Donc la température diminue, Mars sera une planète froide. C'est une Terre avortée, quoi, en gros. Hein. Donc, éloignée du Soleil, elle se refroidit, le noyau se solidifie. Ah, alors le noyau, eh bien, le noyau, c'est très important dans une planète. Vous savez qu'au centre de notre planète, il y a un noyau qui tourne, hein, et qui est liquide, ou semi-pâteux, disons, et c'est du fer en fusion, et du fer qui tourne, eh ben c'est un effet dynamo, comme sur vos bicyclettes, ou les anciennes bicyclettes maintenant, ça ne doit plus exister les dynamos. Hein. Et il y a un champ magnétique, donc ce noyau qui tourne, ça crée un champ magnétique. Et un champ magnétique sur une planète, c'est fondamental, c'est ça qui nous protège des méchantes radiations. Hein. Donc, et ça ne s'est pas produit sur Mars, puisque le noyau s'étant solidifié, le champ magnétique s'est interrompu, plus de protection, voilà. Alors en plus sur Mars, il y a des volcans très actifs, hein, et il n'y a pas de tectonique de plaques comme sur Terre. Alors ça aussi c'est important sur les exoplanètes, sur les planètes que l'on cherche.
dans l'espace, on s'aperçoit qu'il semble que la tectonique de plaques, donc des plaques qui bougent à la surface de la Terre, ça aide à recycler le CO2. Voilà. Alors le climat martien, comme l'orbite est inclinée, il va y avoir des saisons, hein, comme sur Terre, avec des grandes variations de température, en gros de 40%. Vous voyez que la température moyenne est de moins 55, mais il fait moins 130 en hiver. En été, il peut faire plus 20, plus 25. C'est un désert glacé hostile. Alors l'atmosphère de Mars est composée principalement de CO2. Vous voyez, et la pression, c'est 1% de la pression terrestre. C'est pas énorme. Par contre, il y a des vents très rapides et qui peuvent couvrir toute la planète. Voilà une photo de Mars à gauche sans tempête de poussière et à droite avec tempête de poussière qui peut durer des mois. Alors l'eau, oui, ça c'est un problème. Évidemment, dès l'origine, on a essayé de savoir s'il y avait de l'eau sur Mars. Or, l'eau ne peut pas exister à l'état liquide sur Mars. Pourquoi? Si vous vous rappelez des cours de physique de seconde, de première et peut-être maintenant de polytechnique, hein, le niveau a tellement baissé. Pardon. La température étant tellement basse et la pression tellement faible, ben si vous tracez la courbe des phases, vous ne pourrez pas, vous apercevrez qu'on ne peut pas avoir de l'eau liquide dans ces conditions de température et de pression. On peut avoir que de l'eau gazeuse et de l'eau solide, de la glace. Hein. Et quand on passe de l'un à l'autre, ça s'appelle la sublimation. Vous voyez, j'ai été gentil, voir cours de physique de seconde, mais c'était les miens. D'accord. Donc, il y a une éternité. Par contre, on pense qu'il y a quand même de l'eau qui peut exister pendant un court instant, en état métastable, de l'eau qui serait liquide et puis hop, qui redevient ou gazeuse ou solide. Voilà. Pourquoi l'eau est-elle si importante? Alors ça, c'est important pour toutes les planètes, hein, bien sûr, parce que c'est un solvant parfait, l'eau. D'autre part, elle a une forte chaleur spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça amortit les variations de température. Vous le savez bien, quand on est au bord de l'océan, les océans amortissent les variations de température. Hein. Et surtout, ce que je redis à chaque conférence, et on va finir par se moquer de moi, qu'est-ce que vous remarquez quand vous mettez un glaçon dans un verre d'eau ou dans votre pastis qui est principalement de l'eau? Les glaçons flottent. Ça vous semble évident, hein, évidemment, ça vous semble évident. Mais pas du tout, parce que les glaçons, l'état solide de la plupart des corps, c'est que l'état solide est plus dense que l'état liquide. Exception, l'eau. Et on pense que c'est ce fait qui a favorisé la vie. Imaginez un monde où ce ne soit pas comme ça, où la glace est plus dense que l'eau liquide. Qu'est-ce qui se passe en hiver? La glace se forme à la surface, glace, pop, elle tombe au fond, puisqu'elle est plus dense. Un nouveau pack de glace se forme, elle est plus dense, elle tombe au fond, et tous les océans deviendraient complètement glacés. Impossibilité de créer une certaine vie, alors que là, une glace plus légère, on a une pellicule qui protège de l'eau liquide sous la glace qui va permettre l'émergence de la vie. C'est pas formidable, ça, hein? Voilà. Alors la vie est apparue sur Terre il y a à peu près 4 milliards d'années. Bernard nous racontera ça mieux que moi. Mais la vie existe aussi dans des conditions très difficiles. Je ne sais pas, vous avez déjà vu dans des missions de la télévision, dans les lacs, vous voyez, près des sources thermales, près des volcans, des lacs acides. Des lacs acides, il y a toujours des petites bestioles dedans, des bactéries, etc. Dans toutes les grandes occasions, on trouve de la vie sur Terre.
Alors on résume un peu. Donc Terre et Mars créées il y a 4,5 milliards d'années. Elles avaient toutes les deux les mêmes conditions probablement. Bon, mais comme elle est plus petite, elle s'est refroidie plus vite. L'eau se stabilise sur Mars, qui était probablement favorable au début de sa formation à la vie. Alors on peut se dire, mais si il y a quelques milliards d'années, une météorite avait frappé Mars et que cet éclat de Mars avait parcouru le système solaire et avait atterri sur Terre, elle avait peut-être propagé la vie martienne sur Terre. Et dans ce cas-là, mes chers amis, c'est vous qui seriez les Martiens. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir aussi si l'eau martienne, qu'on va certainement trouver, on sait qu'il y a de l'eau sur Mars qui est sous forme de glace, et en profondeur probablement sous forme liquide, est-ce que cette eau a supporté la vie? Si oui, il faudra se poser beaucoup de questions. Bon, les caractéristiques orbitales, c'est pas très important. Mars est plus loin que la Terre, bien sûr. Son orbite, 687 jours, et elle tourne sur elle-même en un peu plus de 24 heures. Donc c'est une Terre un peu plus lente, ouais, c'est 24 heures, 40 minutes, si je crois bien. Elle est très excentrique. Ça, c'est intéressant, parce que excentrique, ça veut dire que l'orbite n'est pas un cercle, mais une ellipse. Et c'est grâce à ce fait que notre ami Johannes Kepler a démontré que l'orbite des planètes n'était pas un cercle, comme on l'a cru, mais était une ellipse dont le Soleil était un des foyers. Elle possède aussi 2 petits satellites, alors très minus, hein, vous voyez. Phobos, le plus près, il est tellement près qu'il est en dessous de ce qu'on appelle la limite de Roche, donc ça veut dire qu'il va s'écraser sur Mars bientôt. Enfin, bientôt à l'échelle astronomique. Hein. Vous ne le verrez pas, ni moi, mais bientôt. Alors, aller sur Mars, c'est le rêve de tous les terriens, bien sûr. Et oui, mais on ne peut pas partir vers Mars à n'importe quel moment, parce qu'il faut que les deux planètes, Terre et Mars, aient un certain alignement pour dépenser le moins de carburant possible. À partir du moment où on n'a pas une énergie inépuisable dans la fusée, il faut faire attention à ça. Donc, comme on dit, le train pour Mars part tous les 26 mois. Eh oui. Si vous le loupez, vous prenez le prochain train. Ah oui, madame, mais il faut attendre 26 mois. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de lancement. Alors, le trajet, c'est à peu près 6 à 9 mois, suivant le carburant. On est obligé de rester sur place pour attendre la fenêtre de retour, qui est aussi de 6 à 9 mois. Donc, ça fait en gros un voyage de 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Voilà des vues de Mars depuis la Terre. Alors, les survols de Mars. Dès les années 60, on a commencé à s'intéresser aux planètes du système solaire. Et évidemment, on a commencé par les planètes les plus proches, et la plus proche, c'était Mars. Et les premiers, ça a été les Russes, les Soviétiques à l'époque, mais les pauvres, ils n'ont jamais eu de chance avec Mars. Toutes leurs missions ont échoué. Il faut se rappeler, non, si ceux qui ont des cheveux blancs s'en rappellent, à l'époque, dans les années 60, l'électronique, c'était vraiment basique. Hein. La plupart de l'électronique, d'ailleurs, était à tube. On découvrait à peine le transistor. Et en plus, les Russes n'avaient pas une électronique de grande qualité. Donc, les missions russes n'ont pas réussi sur Mars. Les premiers qui ont réussi, ce sont les Américains, avec la série des Mariner. Les plus anciens se rappelleront de la mission Mariner 4. C'est la première qui a frôlé Mars. Ben oui, à l'époque, on n'avait pas assez de puissance pour freiner la sonde et la mettre en orbite autour de Mars. Donc on est passé à 10 000 km de la planète rouge, et voilà, je vous montre juste. Ça, c'est historique, hein, si vous voulez. La sonde, elle a fait ce passage. Fallait le faire à l'époque, avec l'électronique de l'époque. Fallait viser, fallait être capable de viser, de freiner au bon moment pour
pour tourner et prendre une autre orbite. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a recueilli une vingtaine de photos de Mars. Alors évidemment, vous allez rigoler, hein, 8 heures d'images pour transmettre, 8 heures images, la transmission d'une image, 8 heures de transmission. Et qu'est-ce qu'on voit? Regardez, on voit des cratères et on s'est dit, et là on est parti sur une mauvaise base, on s'est dit, Mars, c'est la Lune. On pensait que c'était un astre mort. Donc, on a envoyé plus tard, une dizaine d'années plus tard, donc Mars perdait un peu de son intérêt. On pensait que c'était vraiment la Lune, il n'y avait que des cratères. Voilà. Et on a envoyé la mission Mariner 9 qui, elle, a pu se mettre en orbite autour de Mars parce que l'électronique avait fait des progrès. Voilà. Et là, on découvrait un autre visage de Mars. On découvrait le plus grand volcan du système solaire. On découvrait quelque chose qui ressemblait à des rivières asséchées, etc., etc. Donc, et puis on a fait des progrès. L'électronique a fait des progrès, les lanceurs ont fait des progrès. Dans les années 90, on envoie de nombreuses sondes en orbite, c'est surtout les Américains, en orbite autour de Mars, notamment une sonde de nouvelle génération, Mars Global Surveyor, qui a fonctionné pendant des années et qui a fait plus de 250 000 images. Et alors là, vous voyez la qualité de l'optique, la qualité de l'électronique. On découvre des choses extraordinaires. On a pu faire le relief complet de la planète Mars, on va en reparler. On a découvert des deltas de fleuves, on a découvert des vents qui se déplaçaient, des tempêtes qui se déplaçaient, qu'on a pu imaginer. Et là, des coulures un peu bizarres. Vous voyez? Puis on a lancé Mars Odyssey, c'est aussi en orbite autour de Mars, mais lui, il pouvait mesurer, ça c'est formidable, il pouvait mesurer la quantité d'eau qu'il y a sur Mars. La quantité d'eau, alors, vous allez me dire, il n'y a pas d'eau sur Mars. Oui, mais on mesure H. H, ça veut dire H de H2O. Et la glace, c'est H2O, hein, sous forme liquide. Et on a établi la carte de H, la carte d'eau de Mars. Vous voyez, tout ce qui est bleu, c'est ce qui contient de la glace. Hein, soit en surface, soit sous la surface. Puis des nouveaux orbiteurs, et là, l'Europe, piquée au vif, a lancé une superbe sonde en orbite autour de Mars qui s'appelle Mars Express, qui fonctionne toujours, avec une superbe caméra faite par nos amis allemands qui permettait de faire des photos en 3D. On les faisait comme ça et on faisait aussi en angle. On pouvait avoir des photos en 3D. Et les Américains ont lancé leur sonde Mars Reconnaissance Orbiteur, qui est une sonde très performante qui fait des photos avec des précisions au sol, vous voyez, de l'ordre de 1 km. Voilà une photo typique. Pardon, je vous ai dit une bêtise. Le pixel, c'est 25 cm. Et vous voyez sur cette photo de MRO, la largeur de cet écran, c'est 1 km au sol, 1000 mètres au sol. Vous voyez? Il y aura une maison, là, elle serait grande comme ça. Alors, que sait-on de Mars au tournant du siècle? Ben, ces sondes en orbite ont changé notre vue de la planète Mars. On est passé des canaux martiens à une idée plus réaliste de la planète Mars. Une nouvelle vision, et c'est là qu'on a commencé à cartographier complètement cette planète. Les robots se sont posés dessus et on a analysé le sol martien, analyse chimique du sol martien, donc nos connaissances progressent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Mars? Eh bien, il y a le plus grand canyon du système solaire, Valles Marineris, 4000 km de long. Par exemple, c'est la largeur des USA. 2500 mètres de profondeur en moyenne, 10 000 mètres par endroit. Le plus haut volcan du système solaire, Olympus Mons, 25 km. La surface au sol est à peu près la moitié de la France.
il n'y a pas de tectonique de plaques, donc Mars est trop petite, il n'y a pas de montagne. Donc, les montagnes, c'est les plaques qui se rencontrent hein, sur Terre. Hein. On a calculé la masse d'eau au pôle, ce serait équivalent aux glaces du Groenland. On a remarqué, je vais vous imager tout ça après, on a remarqué qu'il y avait deux hémisphères différents. L'hémisphère nord est plus bas que l'hémisphère sud et a très peu de cratères. Pourquoi? A-t-il abrité dans le passé un océan? On le pense. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah oui, la surface est rouge. Pourquoi la surface est rouge? Parce qu'il y a du fer en surface sur Mars, et le fer en présence du peu d'oxygène de l'air, ça rouille, ça s'oxyde. Donc, Mars est une planète rouillée. Voilà. Et voilà Alors, ce sont des vraies photos. Hein, les couleurs ont été rajoutées par les spécialistes, les planétologues. Ce sont des couleurs d'altitude. Hein. Tout ce qui est bleu est bas, tout ce qui est marron est haut. Donc, on voit ici la zone des volcans, la zone Tharsis des volcans. Vous voyez ici l'Olympus Mons. Vous voyez l'hémisphère nord qu'on voit bien, là, en bleu. Hein. Étrangement, il y a très peu de cratères. Alors, c'est bleu, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau, hein. C'est une représentation. Voilà. Voilà une vue de Valles Marineris. Je ne sais pas si ça va démarrer. Ah oui. On va essayer de le voir, de plonger dans Valles Marineris. La qualité. Les vidéos sur PC, c'est pas terrible. Hein. Pour vous amis, vous voyez. Bon, non, ça va pas. Très joli. Voilà le plus grand volcan du système solaire, donc Olympus Mons, avec sa caldeira, hein, 25 km d'altitude, 500 km. Voilà une vue de la caldeira. Alors pourquoi le mont Olympe est-il aussi haut? Hein, on peut se poser la question. Hein. Eh bien c'est parce qu'il n'y a pas de tectonique des plaques. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, hein, pourquoi? Ben non, un volcan quand il éjecte sa lave, voilà. Et puis quand il a une nouvelle éruption, je ne sais pas, 3 siècles après ou 1000 années après, en Europe, sur la Terre, les plaques ont bougé. Mais par contre, le point d'éruption de la lave est au même point en dessous. Donc il va y avoir une autre éruption volcanique, ce qui va donner une archipel d'îles volcaniques, comme vous voyez, comme l'archipel d'Hawaï. C'est toujours le même volcan qui a créé ces petites îles. Alors que sur Mars, c'est pas possible. Hein, comme il n'y a pas de plaque, donc c'est toujours au même endroit, et le basalte va s'accumuler au même endroit. Voilà la planète rouge. Alors, y a-t-il eu de l'eau sur Mars? Hein. Vous voyez, c'est très bizarre, hein, les photos, là. Vous les connaissez certainement. Vraiment, ça ressemble à un lit de rivière asséché. Hein. Manifestement, un liquide a coulé dans le passé dans ce lit. Or, pour cette température, cette pression, le seul liquide possible, c'est l'eau. Vous voyez, là, ça ressemble à un delta. Vous voyez, c'est un delta sur Mars. Et regardez, ça, c'est un delta sur Terre. Hein, c'est bluffant, hein. Voilà, ici, d'autres, on voit l'écoulement d'un liquide, donc il peut être que de l'eau. Vous voyez ici, très bien aussi, cet écoulement. Voilà la région de Kasai-Vallis. Alors quand on la voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a peut-être eu de l'eau qui a coulé. Maintenant, je vais vous mettre les altitudes. C'est-à-dire, je vais mettre bleu quand c'est très bas et marron quand c'est très haut. Hein? Marrant, hein? Intriguant même, je dirais. Alors évidemment, vous avez tous compris que si on envoie des rovers, ben, il va falloir chercher dans ces zones-là, qui a abrité pendant un certain temps sûrement de l'eau. Hein? Regardez celle-là. On voit nettement le lit du fleuve, là. Bon, le delta, etc. Bon. Donc, il y a de l'eau qui a séjourné pendant de très longues périodes sur Mars.
Et là, il y a des couches sédimentaires. Alors là, c'est encore plus bluffant. Regardez les couches sédimentaires par rapport aux couches sédimentaires du Grand Canyon. Vraiment, c'est similaire. Hein. Donc, il y a eu beaucoup d'eau sur Mars dans le passé. Mais alors, actuellement, et probablement depuis des dizaines de milliers d'années, il n'y a plus d'eau sur Mars. Où est passée l'eau? Eh bien, comme je vous l'ai dit, Mars a perdu son atmosphère et son eau. Mars étant plus petite, elle s'est refroidie plus vite. Le champ magnétique de Mars qui le protégeait des rayons du Soleil s'est arrêté. Donc le vent solaire a en plus participé à l'évacuation du peu d'atmosphère de Mars et a balayé la planète, si bien que la surface de la planète est aride et stérile. Alors la planète devient très froide. Comme je vous l'ai dit, l'eau ne peut plus exister à l'état liquide, elle se sublime. Et la planète Mars n'est donc pas arrivée à retenir son atmosphère. Si au début, elle ressemblait à la Terre, maintenant, elle est sèche, aride. Alors on a découvert quand même que les pôles contenaient plein d'eau, de glace d'eau et de glace de CO2. Voilà une cartographie des pôles martiens. On voit bien le pôle sud ici et le pôle nord ici. Et il y a un échange permanent entre le pôle nord et le pôle sud en période d'été. Une partie se sublime, repasse dans l'atmosphère et va se recondenser après. C'est un système assez complexe. Mais il n'y a pas d'eau qu'au pôle. Regardez, là, le long de ces cratères, il y a ce qu'on appelle des ravines, des gullies en anglais, où on voit manifestement quelque chose a coulé. Alors il y en a qui pensent que c'était de la glace de CO2 qui se sublime, mais on est quand même persuadé que c'est de l'eau liquide qui a coulé. Surtout que ça ne se produit que du côté exposé au soleil. Hein, vous voyez, se produit de ce côté-là et pas de celui-là. Ah oui. Hein? Donc, il va falloir y aller voir hein, pour ça. On a découvert, grâce à Mars Express, des argiles, comme vous disait Bernard tout à l'heure. Et les argiles, c'est très important sur une planète, parce que les argiles, ça signifie qu'ils se sont formés en présence d'eau plutôt neutre et plutôt tiède, donc favorable à la vie. Donc si vous cherchez des argiles, vous pouvez essayer d'imaginer qu'on peut trouver des traces de vie. Donc les futures missions devront s'intéresser à suivre les argiles sur Mars. Et on a les instruments de mesure dans les sondes qui sont capables de déterminer la présence d'argile ou pas. C'est formidable. On vit une époque formidable, comme dirait Coluche. Hein. Alors, en ce début de XXIe siècle, on peut faire le point sur la présence d'eau. En subsurface, on pense qu'il y a une énorme quantité d'eau solide incorporée dans le sol, et je vais vous le prouver. C'est comme dans les régions des pôles sur Terre, hein, ce qu'on appelle le permafrost. Contrairement à ce qu'on pensait depuis plus de 30 ans, les pôles sont principalement de la glace d'eau et non de la glace de CO2. Et il y a en certains endroits des résurgences d'eau liquide qui ne doivent pas rester liquides très longtemps. Voilà. Alors la vie sur Mars. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? La vie, ça nécessite quand même certaines conditions. Une chimie organique, donc une chimie complexe, on n'en a pas trouvé. Ça nécessite de l'eau liquide. Pour le moment, on n'en a pas trouvé. Ça nécessite une période de stabilité dans le temps, comme ça s'est produit sur Terre. Grande période de stabilité dans le temps. D'ailleurs, grâce à notre satellite, la Lune. Bon, période de stabilité, on sait que dans le temps,
l'inclinaison de Mars a énormément varié, ce qui n'est pas très favorable, évidemment, pour des conditions stables. La vie peut être détruite par les ultraviolets. C'est le cas. Il n'y a pas d'atmosphère ou très peu d'atmosphère. Donc, les ultraviolets détruisent toute trace de vie possible sur Mars. Et le champ magnétique de Mars est trop faible pour se protéger. Donc les enfants, la vie sur Mars, c'est pas évident. Alors, on a pensé à quelque chose. S'il n'y a pas de la vie à la surface de Mars, il y en a peut-être dans les cavernes, dans les tunnels de lave, dans les trous de cratères qui se sont effondrés, vous voyez, comme il y en a sur la Lune. Et on pense, si on va sur Mars un jour, qu'il faudra vivre dans ces tunnels de lave pour se protéger des radiations. Alors, comment envoyer une sonde là-dedans et la récupérer? On n'a pas encore trouvé la solution. Alors, sommes-nous des Martiens? Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sais pas, ça vous plairait d'être des Martiens? Ah ouais, c'est sympa. Vous pourriez dire à votre gosse, ton père est un Martien, ou ta mère est une Martienne? Oui. Bon, enfin, bref. On a fait beaucoup d'explorations au sol, et de plus en plus, cette année est une année martienne, hein, vous avez tous remarqué dans les actualités. Oh, la télé, ils n'en ont pas parlé beaucoup, mais enfin un petit peu quand même. Quand c'est Mars, ça éveille l'excitation du public, donc ils en parlent à la télé. Quand c'est tout le reste, ils n'en parlent pas. Donc, ça serait bien de se poser sur Mars et d'explorer le sol. Donc il y a eu des robots, il y a eu tout un tas de robots, les Vikings, les Spirit, Opportunity, Phoenix. Alors je ne vais pas tous vous les passer. Là je vous montre une superbe image de la Planetary Society qui représente toutes les sondes martiennes avec une très grande résolution. Évidemment sur l'écran vous ne le voyez pas, mais je crois que vous voyez, je peux augmenter la résolution. Je peux vous montrer. Et vous voyez, c'est relativement bien. Donc ça, vous pouvez la télécharger. Je vous ai mis... vous pouvez trouver ça sur la Planetary Society. Nos amis de la Planetary Society. Voilà. Les différents sites d'atterrissage. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Je vous ai mis en bleu l'équateur. Merci. Ben oui, on essaye de se poser à l'équateur. Pourquoi ? Oui, c'est là où il fait le plus chaud. Hein, donc, on essaye de se poser vers l'équateur. Donc, vous voyez, presque toutes les sondes sont pas trop loin de l'équateur, à part Phoenix, on avait visé exprès une zone polaire. Vous voyez, les premières sondes, Viking, Pathfinder, etc. La dernière, c'est Perseverance, qui est là, à l'embouchure d'un delta. Les Chinois sont juste à côté. Rassurez-vous, on va pas tout voir. Hein. Voilà. Et ça, ce tableau est intéressant. Je signale, pour ceux que ça intéresse, je mettrai ma présentation au téléchargement, hein, si vous le voulez. Je signale aussi que j'ai masqué les 2/3 des slides, hein, pour faire court. Voilà la liste des sondes ou des robots qui sont sur Mars, ou qui sont posés sur Mars, ou qui sont en orbite sur Mars. Alors, dans le XXe siècle, il y a eu les Vikings, il y a eu Mars Global Surveyor et Pathfinder Sojourner. Vous savez, c'est le tout petit robot, ça avait fait des exploits à l'époque, le tout petit robot qui bougeait sur Mars, qui s'était bloqué contre un caillou qui s'appelait Yogi, ou Yogi, c'est ça? Voilà. Mais bon, il faut avoir les cheveux blancs pour se rappeler de ça. Eh oui. Et en orbite, par contre, au XXIe siècle, on a Mars Odyssey, Emero, les Indiens avec Mangalyaan, Maven, les Américains, ExoMars, les Européens, Hope, les Émirats Arabes Unis. Par contre, au sol, jusqu'à il y a quelques semaines, ou quelques mois, c'était que les Américains. Spirit, Opportunity, Phoenix, Curiosity, Insight, Perseverance, et les Chinois, Zhurong. Voilà. Alors, je ne vais pas vous passer tout ça. Alors, j'aurais voulu vous montrer. Alors,
je vais vous montrer Phoenix. Phoenix, c'est une sonde qui s'est posée, vous voyez, elle est là, dans la zone polaire nord de Mars. On voulait voir un peu à quoi ça ressemblait, cette zone. On l'a appelée Phoenix parce c'est de la récup. Hein. C'est de la récup. On l'a fabriquée avec des restes de vieilles sondes qu'on allait mettre à la poubelle. Et au lieu de les mettre à la poubelle, il y a quelqu'un qui a dit « Oh ben, si on envoyait une sonde à la place », bon, on a eu quelques crédits, et puis voilà, ils sont arrivés. Et on s'est posé là, vous voyez. Et alors, c'est la première fois qu'on a synchronisé l'atterrissage de cette sonde avec une vue prise par une sonde en orbite qui s'appelle MRO, hein, et qui va, vous voyez le parachute là, la sonde au bout du parachute, et on a pu photographier le moment où la sonde ouvrait son parachute et allait se poser. Ah, c'est génial quand même. Je répète, on vit une époque formidable. Ah, vous voyez, et là on est presque au pôle nord de Mars, enfin pas tout à fait puisqu'il n'y a pas que de la glace sur le sol, et on a gratté. Cette sonde, elle avait pour mission de gratter le sol et de voir ce qui se passe. On ne s'attendait pas à ce qu'on allait voir. Et vous voyez, là c'est de la glace d'eau, et au bout de quelques jours, on superpose une autre photo, et on voit que ça s'est évaporé. Donc il y a bien de la glace d'eau dans l'immédiat sous-sol de Mars. Donc c'est intéressant à savoir ça. Parce que l'eau, ça va nous permettre, si on a des missions humaines plus tard, avec de l'eau, avec la glace on peut faire de l'eau, mais surtout on peut faire de l'oxygène pour l'oxygène pour respirer, ou de l'oxygène liquide pour les carburants de fusée. Donc c'est intéressant. Et vous voyez en plus la structure hexagonale de ce terrain comme dans les milieux polaires terrestres. Hein, c'est marrant. Hein. Voilà, alors attendez, je ne veux pas vous montrer ça. Pardon, voilà. On va passer tout de suite à ça. Sinon ça va durer trop longtemps. Et enfin, on s'est intéressé aussi au tremblement de terre, à la sismologie martienne. On sait très bien qu'il n'y a pas de tectonique de plaques, mais on s'est dit, est-ce qu'il y a quand même une certaine sismologie qui pourrait correspondre aux météorites qui impactent ou des petits tremblements de Mars, hein. Et on a envoyé une sonde qui s'appelle InSight, qui est posée là. Et elle nous intéresse parce que le sismographe est fabriqué par des Français, hein, managé par le CNES, et il fonctionne très bien. Il y avait une deuxième expérience avec ça, un marteau qui devait s'enfoncer dans le sol pour mesurer la chaleur spécifique du sol martien, fabriqué par nos amis allemands, et qui n'a pas fonctionné. Voilà, donc on s'intéresse à la partie centrale de Mars, au noyau de Mars, voilà, et on a ainsi étudié la machine Mars. Est-ce qu'il y a je vais vous montrer à quoi ressemble cet instrument. Alors c'est un instrument de haute précision, très haute précision, hein, c'est-à-dire que quand vous le posez, vous êtes à 10 km et que vous éternuez, vous avez un signal. Imaginez que ce truc-là, ça a voyagé dans la coiffe d'une fusée avec tous les bruits, toutes les vibrations du lancement, que ça a été déposé sur Mars, vous voyez, ici. Alors là, c'est pas sur Mars, hein, bien sûr. Et très délicatement, évidemment, on voit, vous voyez, là c'est une animation, il a été déposé sur Mars, il était sur le corps de la sonde, et déposé sur Mars, et il a fonctionné parfaitement. Ah, voilà, ça m'avait frappé. Il est capable de détecter un mouvement du sol de l'ordre de la grandeur de la taille d'un atome. Oui, comme vous dites, oui. Voilà, bon. Alors, je vais passer à la suivante. Tac. Alors, InSight, persévérance. Maintenant, on va attaquer la dernière mission américaine, hein, c'est ça qui vous intéresse, c'est Persévérance.
qui a été lancé l'année dernière, puisque la fenêtre martienne, du train martien, s'est ouvert en été de l'année dernière. Et donc c'est une immense et puissante fusée Atlas qui l'a envoyée sur Mars. Et on s'est posé à l'embouchure d'un ancien delta qui date approximativement de 3,6 milliards d'années. Et une des caractéristiques de cette mission, c'est qu'elle doit essayer de recueillir des échantillons. Mais vous allez me dire, comment recueillir des échantillons? Il n'est pas prévu qu'elle revienne. Ben oui, mais là, on prie que M. Dollard va donner des fonds pour que la mission suivante soit financée et qu'on vienne récupérer les petits poussets, les petits cailloux de cette sonde qui a été semée sur le sol martien. Donc, on se pose ici. Alors évidemment, comme toujours, transmis en direct, photographie du parachute, etc. Vous allez le voir parce que ça vaut vraiment le coup. Et voilà cette sonde. Alors ça ressemble beaucoup à Spirit et Opportunity pour ceux qui connaissent. Hein. On a amélioré certains instruments et on a rajouté... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On a rajouté... Les Américains sont incorrigibles. Je les aime et je les hais des fois, mais on a mis un hélicoptère. Pourquoi pas? Les Américains se sont dit, bon, il n'y a pas beaucoup d'atmosphère sur Mars, mais on ne sait jamais, est-ce qu'on serait capable de faire voler un hélicoptère? Les gens nous disent, mais vous êtes plein, là, ça ne va pas là-dedans, c'est pas possible. On s'est dit, mais si, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va augmenter la taille des pales et on va faire tourner les rotors plus vite. Ça devrait marcher. Sur le papier, ça marchait. Eh bien, ça a marché, vous allez le voir. Donc, atterrissage parfait, 6e robot US sur Mars, en février, bravo. On se pose, tout le monde est content au JPL. C'est quand même le JPL qui est la source de toutes les grandes premières astronautiques. Hein. JPL, c'est Los Angeles, hein, Pasadena. C'est là où il y a toutes les grandes universités américaines. Voilà. Et on s'est posé, ben, vous voyez, le parachute, là aussi, maintenant on a l'habitude, hein, on le fait pour chaque sonde. Hein, et vous voyez, on est à la sortie d'un delta, ici. Voilà. Alors, c'est des photos extraites du film. Je vais vous passer le film quand même, parce que ça vaut le coup si vous ne l'avez jamais vu. Et les premiers panoramas, les premiers clichés arrivent. Les roues ont été modifiées sur Persévérance, parce que, pour ceux qui s'y connaissent, vous savez, Spirit et Opportunity ont duré tellement longtemps que les roues se sont très détériorées. Et dans certains cas, on est obligé de les faire marcher en marche arrière pour essayer d'arranger tout ça. Donc on a changé le système de roues et on a rajouté certaines choses, certains instruments sur Persévérance qu'il n'y avait pas sur Curiosity. Donc comme je vous l'ai dit, les roues ont été modifiées. On a rajouté nombre de caméras, il doit y en avoir 25 caméras. Bah, vous savez, ça ne coûte plus rien. Maintenant, une caméra, c'est grand comme une petite pile, une petite batterie, là, et on en met partout. Et il y a un système de prise d'échantillons et de réceptacle d'échantillons. Et aussi, on a réussi, dans la phase d'atterrissage, vous savez, les sondes précédentes, on ouvrait le parachute, puis on attendait que ça se pose. Bon, ben là, ça a été encore plus d'intelligence. On s'est servi de l'intelligence artificielle, AI, comme disent les Américains, et on a mis en mémoire dans la sonde la photo du terrain où on va atterrir. Et en fonction de évidemment, on est à 20 minutes lumière de la sonde, donc on ne peut pas la piloter en direct, hein, ça c'est clair, hein, tout le monde a compris de ça. Donc c'est l'intelligence de bord qui va piloter la dernière phase d'atterrissage pour choisir le bon endroit d'atterrissage. C'est quand même assez formidable. Hein. Tout ça à distance et en automatique. Et voilà. Et on s'est posé, alors voilà la carte géologique de l'endroit, et on s'est posé là, dans cette ellipse. Ce qui est formidable, c'est qu'ils ont déterminé l'ellipse d'atterrissage et qu'ils ont réussi à se poser en plein milieu de l'ellipse.
Voilà, ça c'est la prise d'échantillons. Ce sont les échantillons types. Alors ça ressemble à un gros stylo. Et là c'est une barillet dans laquelle on met ces échantillons. Alors les échantillons, il y en aura une partie qui sera conservée dans le robot. Ben oui, et l'autre qui sera déposée sur le sol de Mars. Pourquoi? On n'est pas certain de les retrouver sur le sol de Mars dans 5 ou 10 ans, hein, avec la poussière qui fera son effet, etc. Pas certain, donc voilà. Ah, on a aussi réussi, grâce à ce robot, à fabriquer de l'oxygène sur Mars. Hein. Donc on a mis une expérience, on a fait une expérience à bord. Est-ce qu'on peut fabriquer de l'oxygène sur Mars? Donc il y a un appareil qui a permis de faire des tests, et oui, ça a marché. Donc on est capable de fabriquer de l'oxygène sur Mars. Et il y a le petit hélicoptère. Alors je vous passe quand même le touchdown, ça dure 3 minutes 30, ça me permet de boire un coup et vous de voir quelque chose d'assez extraordinaire. Alors évidemment, on a filmé l'ouverture des parachutes. Ah, vous allez voir, je vais vous montrer qu'il y a une petite astuce avec le design des parachutes. Vous voyez tous ces secteurs rouges. Les Américains sont définitivement des grands enfants. Voilà, et là on se pose. Voilà. Là, on a éjecté le capot de protection arrière et on se pose. Voilà, et on va se poser. Voilà. Ce que vous voyez, là, c'est la caméra du rover qui filme le sol. Alors, l'atterrissage, c'est comme les sondes précédentes, c'est avec un Skytrain, hein, avec une grue volante, hein, si vous voulez, qui fait descendre, on arrive près du sol, on fait descendre. Oui, on n'a pas voulu se servir d'airbag parce que les instruments qu'il y a, d'abord, elle est beaucoup plus lourde que les autres et les instruments sont très fragiles. On voulait faire ça un peu plus soft. Et vous voyez, c'est pas du bidon, hein, ça c'est filmé, on l'a vu, enfin pas en direct, mais on l'a vu quand ça a été transmis. Voilà. Et on va se poser dans ce coin-là. Voilà. Bon, c'est un peu. Voilà, on s'approche. Donc il a cherché son point d'atterrissage. Et voilà, on devrait commencer à voir un petit peu de poussière avec les rétrofusées du Skytrain. Voilà, et attention. Boum, on est posé. Voilà. Et là, c'est les autres caméras pris dans l'autre sens, le rover qui regarde vers le haut. Vous voyez le Skytrain, là, le train de l'espace qui vient de déposer le rover qui est en dessous, et ensuite qui va s'échapper pour aller se cracher plus loin. Voilà, vous l'avez vu. C'est incroyable. Hein. Je comprends qu'ils aient applaudi, les gars, parce que une mission comme ça, c'est 15 ans de boulot. Hein. Voilà. Alors, je disais que les Américains sont des grands enfants. Ils ont fait un jeu, même, dans le parachute. Ils ont mis une question sur Internet. Est-ce que vous êtes capable de décoder le message secret qu'il y a dans le parachute? Et voilà, bon, alors on s'aperçoit en binaire. Hein, vous pouvez arriver à décoder, en fonction de ce qui est rouge et de ce qui est jaune, la devise du JPL. Dare mighty thing, il faut savoir oser de grandes choses. Génial, hein? Voilà le bouclier qui s'éjecte. Et voilà où on est posé. Et on va partir de ce point-là, explorer le delta et remonter par là. Et le premier panorama de Mars arrive. Alors immédiatement, hein, c'est ça qui est bien avec les Américains, vous l'avez dans l'heure qui suit, hein. On les voit en même temps qu'eux.
Alors, il y a sur cette sonde, comme sur les autres, une super caméra qui a été développée en partie par le CNES et les gens de Toulouse. C'est la Supercam qui permet de viser avec un laser à distance de plusieurs mètres, faire perforer un petit morceau de roche, analyser la vapeur qui s'en dégage et donc donner la composition de cette roche. C'est assez sublime. Ouais. Alors c'est des tirs laser à distance, bon la technique je vous passe. Hein. Mais il y avait en plus toujours un petit plus avec les Américains. Il y avait un microphone hein, pour écouter le son des tirs, le son ambiant. Bon. Okay. Et voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez les petits points blancs, c'est tout petit. Hein. Vous voyez les petits points blancs? Non, ouais, peut-être pas. Vous voyez, on voit là un, voilà un autre là. Ce sont les tirs laser. Alors évidemment, dans la même roche, on fait une quinzaine de tirs laser. Il faut faire une moyenne. Voilà. La qualité des images par rapport aux missions précédentes a été améliorée d'un facteur 10. Hein, on voit tout de suite je ne vous ai pas mis les hautes résolutions parce que mon PC ne le supporterait pas. Hein. Mais les résolutions sont assez extraordinaires. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc il y a un essai pour transformer du CO2, puisque l'atmosphère c'est du CO2, en oxygène. Comment? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse à haute température. Bon, chimiquement parlant, c'est facile à comprendre. 2 CO2 donne 2 CO plus O2. Hein, ça a l'air facile comme ça est beaucoup moins, mais ça marche, d'oxygène. Et ce qui s'est passé, on a produit 5 grammes d'oxygène. Bon, c'est pas énorme, c'était une pré-manip, hein, mais ça veut dire qu'on a validé l'expérience, on a validé l'instrument. Donc, cet instrument était d'ailleurs 17 kg de la taille d'un grille-pain, et ça a été mis au point par le MIT, vous savez, ceux qui fument le cerveau, là, sur la côte Est. Le MIT, c'est à Boston. Voilà. Et alors, pour tout le monde, et pas uniquement pour les gosses, il y avait un petit hélicoptère de 2 kg, baptisé Ingenuity. Et là, on se posait beaucoup de questions, parce que la pression de l'air est 100 fois plus faible sur Mars, donc il n'y a pas de portance, hein, en gros, il faut dire, il y a très peu de portance. Hein. Donc on fait tourner les pales très vite. Et j'ai appris aujourd'hui qu'en fait, les pales étaient à la limite du supersonique sur Mars. Donc on ne serait pas capable de les faire tourner plus vite. Et les pales ont été vous voyez, les voilà. Il y a 2 paires de pales. Elles sont relativement larges et l'ensemble a l'énergie fournie par un panneau solaire sur le dessus. Bien entendu, il y a plusieurs caméras sur cet hélicoptère et en vol, l'hélicoptère va pouvoir fournir des caméras, des images du sol et dire au robot où il peut aller. Je répète, on vit une époque formidable. Voilà. Alors, voilà le premier vol. Est-ce qu'il va voir? Il va décoller là? Attends, on va voir s'il décolle. Alors, vous voyez, en haut à droite, c'est l'image vue prise par la caméra du dessous. Donc, on voit l'ombre de l'hélicoptère. Là, vous voyez le petit hélico qui se soulève. Je vous signale, ça a l'air de rien, ça vous paraît évident. C'est à distance. On est à 20 minutes de la Terre. Donc, c'est pas commandé par la Terre. On a programmé la caméra du rover pour viser à peu près le champ dans lequel devait se déplacer l'hélicoptère. On a programmé l'hélicoptère pour qu'il se déplace dans ce champ-là. Et le premier vol, il a été à quoi? À 5 mètres de hauteur pendant 50 secondes. Hein, c'est génial. Puis le deuxième vol, et puis alors le deuxième vol, en plus, il va plus haut. Et on voit le rover et on voit le point d'atterrissage. Regardez, il a photographié ici le rover pris par l'hélicoptère.
Alors, celui-là, je vous le fais passer parce que c'est le 4e vol. On a fait pas mal d'autres choses. Vous voyez ? C'est amusant, hein ? Beaucoup d'écoles américaines se sont passionnées pour cet hélicoptère, Ingenuity. Et donc, ils ont une page spéciale dans leur école sur les aventures d'Ingenuity, parce qu'on en est au 14e ou au 15e vol. J'ai pas les derniers là sur moi. Voilà, il va repasser. Écoutez, je sais pas, moi ça me fait quelque chose. C'est sur Mars. Eh les gars, c'est sur Mars. Non mais vous vous rendez compte de ça? Un robot qui dit à un autre robot, tu vas voler un peu et on est sur Mars. Je sais pas, ça m'épate. Hein. Pourtant j'en ai vu les trucs. Mais... Voilà, alors en plus il y a un micro évidemment sur l'hélicoptère, on a enregistré le bruit des pales, bon, tout un tas de trucs. Bon. Ah, il y en a encore un autre là? Ah, oui, bon. Ça vous ennuie, non? Je sais pas si... Ah oui, j'ai pas mis le son. Ah bah tant pis. Bon, on n'entend pas grand-chose hein, dans le son. Faut être honnête. Listen carefully, oui, c'est vraiment carefully. Mais moi je trouve ça extraordinaire. Vous savez que cette manip, elle a été construite comme un gag au début. Le JPL, il disait, mais à quoi ça sert un hélicoptère? On sait que ça ne marchera pas. Puis il y en a un qui ne savait pas que ça ne marcherait pas. Et ils l'ont mis. Bon, il ne pèse pas lourd, 2 kilos. Hein. Parce que c'est le poids qui compte, hein, ce truc-là. Voilà, bon, attends, et voilà, les survols se poursuivent. Alors là, vous voyez, en blanc, c'est le robot, Persévérance, et en vert, c'est l'hélicoptère, on en est là, à peu près. Bon. Et on a commencé à faire les relevés d'échantillons. Je vous ai dit qu'on va ramener des échantillons sur Terre. Donc, il faut voir si ça marche. Hein. Alors, on a fait des tours. Le premier essai n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on a creusé, c'était du sable. Alors, ça n'a pas été assez compact. Le silo, là, le réceptacle, il était vide. Mais le deuxième, ça a marché. Et on l'a semé sur Mars. Et on attend de le prendre dans quelques années. Alors, il paraît que l'Europe participerait au retour de ces échantillons. Mais je ne sais pas si le budget a été voté. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait maintenant? Vous voyez, on s'est posé ici. Ah oui, bon, les Américains, ils ont la fâcheuse tendance de renommer les endroits où on se pose du nom d'une personnalité. Alors, ça a été... Le lieu s'appelle Octavia Butler. Alors, vous ne connaissez pas cette brave dame, sûrement. C'est une écrivaine, comme on dit, j'arrive pas à prononcer le mot écrivaine, mais enfin, c'est une écrivaine américaine qui a fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bon, peu importe, le point est là. Et je vous ai marqué ce rocher Kodiak, parce qu'on va le voir, ça va être intéressant, on va le voir de loin. Et voilà, vous voyez le delta qui est là, hein, et toute cette partie-là va aussi être intéressante. Et on a étudié, grâce à un chercheur français, Nicolas Mangol de Nantes, tout ce premières études autour de la zone d'atterrissage, et on s'est aperçu que effectivement, on était bien dans un ancien lac, parce qu'on a vu les strates de ce rocher, là, je vous ai montré Kodiak, hein, la butte Kodiak qui est là, qu'on a photographié à distance. On a remarqué que ces strates qui sont là, donc les photos sont tellement précises, on peut voir tous les détails. Hein, et ça ressemblait aux strates près d'un lac terrestre, comme près d'un lac terrestre. En fait, l'illustration du bas, c'est sur Terre. Hein. Donc on a confirmé que, alors là évidemment
c'est Photoshop hein, qui a travaillé. On a mis de l'eau au pied de cette butte. Voilà. Et on pense que pendant un certain temps, de l'eau a circulé autour de ce rocher, de cette butte, et a fabriqué ces couches sédimentaires. Donc on est bien dans un bon endroit. Voilà. Alors, maintenant, il n'y a pas que les Américains. Les Chinois, ils ont fait en 2 ou 3 ans ce que les Américains ont fait en 20 ans. Moi, je leur tire mon chapeau. Ils ont fait atterrir un rover, ils ont fait atterrir un atterrisseur, un rover, et ils ont mis en orbite un orbiteur. Tout ça d'un seul coup, et la première fois. C'est donc la 2e nation à réussir un tel exploit. Je vous signale que nous, en Europe, on n'y a pas réussi. On a essayé il y a quelques années, ça n'a pas marché, on s'est un peu craché. On doit refaire un essai. La prochaine fenêtre, ça doit être 2022, l'année prochaine. Advienne que pourra, on va voir. Hein. Alors, on s'est posé ici, voilà, peu importe. Voilà à quoi ressemble ce rover. Il est tout à fait conséquent. Hein. Et ben voilà, tiens, je vous le passe. Ouais, ça va marcher. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, parce que j'y suis pas arrivé. Et voilà la mission Tianwen 1. Alors, au début, c'est une animation, hein, au début. Donc, voilà. On relâche l'ensemble qui va aller se poser sur Mars. L'orbiteur reste en orbite. Donc, on freine dans l'atmosphère martienne et avec le parachute, et on va se poser sur Mars. Donc ça, c'est une animation. Hein. Donc là, le radar qui permet de calculer la distance au sol. On pilote pour se mettre à peu près au bon endroit. Tchouk, voilà, on est posé. Alors, sur l'atterrisseur, vous voyez le rover. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est fini. Et le rover qui va descendre sur ces glissières, un peu comme le rover lunaire. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi les rovers chinois sur la Lune. Je vous signale aussi, encore bravo les Chinois, ils ont été les premiers à se poser sur la face cachée de la Lune. Hein. Voilà, les photos d'ambiance ici, où on voit le rover avec ses panneaux solaires. Et alors, je vais vous montrer une photo qui n'est pas, donc qui est un selfie, mais qui n'est pas un montage. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Comment il a fait? Je vous dis, c'est pas un montage, c'est-à-dire que le rover et l'atterrisseur étaient vraiment côte à côte, et ils ont été pris en photo. Alors, quelles sont les possibilités? Premièrement, il y a un martien qui a pris la photo, mais c'est pas sûr qu'il ait eu l'adresse de la bonne personne sur Terre pour recevoir la photo. Deuxièmement, les Chinois ont eu l'idée, un peu comme les Américains, l'idée un peu folle, ils ont mis sous le rover, ici, ils ont accroché sous le rover, un petit APN, un petit appareil photo numérique qu'ils ont lâché, ils l'ont déposé sur le sol, et en Wi-Fi, le rover s'est éloigné de ce petit appareil, et en Wi-Fi, ils ont déclenché la photo. On ne vit pas une époque formidable, hein? Alors là, les Américains n'ont pas fait ce truc-là. Hein. Voilà. Petite caméra sans fil sous son ventre. C'est... Bon. Voilà. Bon. Tout va bien. Alors là, c'est des vraies images donc, de la mission chinoise. Les parachutes qui s'ouvrent. Bon, là, il n'y a pas de message secret. Hein. Là, ils n'en sont pas encore à ce point-là en Chine. Mais on voit prises par la petite caméra distante.
Voilà les premiers panoramas. Bon. Bon, l'émission en cours, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a surtout d'intéressant la mission européenne d'ExoMars. Vous voyez, elle a démarré en 2016, mais on a loupé la fenêtre de 2016. Alors ensuite, elle s'est appelée ExoMars 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? On a loupé la fenêtre de 2018. Ensuite, elle a été débaptisée, elle s'est appelée ExoMars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? On a loupé la fenêtre de 2020. Bon. Je continue? Donc, on espère beaucoup, enfin, on est prêt là maintenant pour ExoMars 2022, et on va déposer un rover qui devrait être un peu plus performant que le rover américain. Il devrait aller jusqu'à 2 mètres de profondeur pour prendre des échantillons. On verra, donc on va passer à l'homme sur Mars. Ah. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va aller sur Mars? Bah oui, on est obligé. C'est comme l'Everest, hein. L'Everest était là, on y était. Voilà. Bon, bah Mars, on y sera. On ira parce que c'est la seule planète, d'ailleurs, sur laquelle on peut aller. Vénus, il fait trop chaud, on ne pourrait pas survivre. Puis après, c'est très loin. Hein. C'est les satellites de Jupiter, c'est pas pensable. Hein. Donc, on ira sur Mars. Quand? Je ne sais pas. La NASA promettait 2030. Il faudra déjà qu'ils retournent sur la Lune. Hein, on verra. Il y a des sociétés privées comme SpaceX qui seront peut-être avant la NASA sur place. Donc, on verra. Enfin, ils travaillent là-dessus. Et notamment sur une superbe fusée, la Starship. Je ne sais pas ceux qui s'intéressent à ça. C'est une fusée 120 mètres de haut, les enfants. 120 mètres de haut, c'est-à-dire 10 mètres de plus que Saturne V de la mission Apollo. Ouais. Alors, bon. Mais on va lister un peu quelques problèmes, puis on va voir. Encore 10 minutes. Vous avez 10 minutes à souffrir, et puis c'est fini. Bon, la durée du voyage, bon, 6 à 8 mois, 18 mois à la surface. Bon, ça, on sait faire. Hein. Il y a des gens qui sont restés à bord de l'ISS pendant des longues périodes. Bon. Alors, bon, il faudra amener des livres, des tablettes et des jeux à bord. S'ils sont 4, ils peuvent jouer au bridge pendant le voyage. Hein. Oui, d'accord. Les radiations sont le plus grand problème pour cette mission. J'en parlerai tout à l'heure, un chapitre spécial là-dessus. L'absence de gravité prolongée est un grand problème. Donc beaucoup d'agences spatiales, et notamment l'ESA, essayent de mettre au point un système pour compenser l'absence de gravité prolongée. Parce que pendant 6 mois, vous êtes sans gravité, et puis du jour au lendemain, vous arrivez sur Mars, il y a la gravité, et c'est là que vous devez être le plus concentré et le plus fit au point de vue physique. Pas simple, hein, d'accord? Bon, la gravité sur Mars est 1/3 de la gravité sur Terre. Bon, ça, c'est plutôt sympathique. Hein. L'eau, l'oxygène, la nourriture, ben, bon, ça peut être résolu, en gros. On peut amener sur place avec des voyages précédents, des stocks de nourriture, de carburant, etc. Mais je ne sais pas si vous avez vu le film Planète Rouge. Ils se posent, les humains arrivent sur Mars, mais ils se posent très loin de leur camp de base. Alors là, c'est un problème aussi. Il faut être sûr de se poser au bon endroit. Voilà, les radiations. Alors, les radiations, déjà, il y a eu une petite astuce sur les dernières séries de rovers. Jusqu'à présent, personne n'avait pensé amener un radiamètre sur les rovers. C'est un peu idiot, c'est tellement simple, ça ne coûte rien, c'est tout petit. Enfin, finalement, ils ont mis un radiamètre sur les rovers. Alors, vous voyez, il est là, le radiamètre. Là, vous voyez, ce que vous voyez, c'est le générateur isotopique, hein, qui fabrique l'énergie à bord. Voilà le générateur isotopique. Il a des ailettes parce que ça chauffe beaucoup, hein, le plutonium. Hein.
et le détecteur, et voilà. Et on a pu mesurer, grâce au radiamètre, les conditions de radiation pendant le voyage sur Mars, et évidemment, l'exposition aux radiations est très critique. Alors, en résumé, il y a deux types de rayonnement dangereux, les rayons, ce qu'on appelle les rayons cosmiques galactiques, alors qui viennent du fin fond de l'univers, et pour lesquels on ne peut pas grand-chose. Alors ils sont dangereux parce que c'est des gammas de haute énergie. Ça provient notamment des supernovas. Et il y a le rayonnement solaire. Vous savez que le Soleil émet des particules, notamment il y a des éjections de masse coronale, il y a des éruptions solaires qui sont plus ou moins importantes, qui provoquent des dégâts sur Terre, bien qu'on soit protégé par le champ magnétique terrestre. Donc imaginez dans l'espace où il n'y a pas de champ magnétique, ou sur Mars où il y a très peu de champ magnétique, le dégât que ça peut faire. Donc ce sont les principales radiations qui vont jouer sur la santé de nos astronautes. Donc, je ne vous parle pas des unités, tout ça, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc, il faudra trouver des solutions pour lutter contre ces radiations. Alors, la NASA travaille sur une sorte de bouclier dans le scaphandre des astronautes qui pourrait les protéger d'une certaine partie, d'un certain type de radiation. On pourrait se protéger contre les radiations solaires. Pourquoi? Parce qu'on étudie le Soleil depuis la Terre, donc on connaît les éruptions à l'avance, et on sait à quelle vitesse ils se propagent dans le système solaire, et on pourrait prévenir les astronautes, attention, demain à 7 h du matin, vous allez avoir une éruption qui se dirige vers vous, mettez-vous dans la partie protégée de votre vaisseau spatial. Mais sans ça, on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses. Sans ça, ça c'est des images ou de films ou de science-fiction. Donc on va voir ce que Elon Musk imagine pour le transport. Alors lui, Elon Musk, il est pire. Il veut non pas aller sur Mars, mais il veut aller sur Mars, mais il veut coloniser Mars. C'est-à-dire qu'il y va par paquet de 1000. Allez, 1000 hommes et femmes, etc. Bon, là, je pense qu'il a un peu abusé de la grappa, mais bon, pourquoi pas, hein. Vous savez, à l'époque de Christophe Colomb, les gens qui raisonnaient un peu comme ça, on les traitait de fous, ou même on les brûlait, hein, c'était plus simple. Donc, voilà. Donc, on fait des répétitions dans les déserts, dans l'Utah, etc. C'est pas très... Et alors, vivre sur place pendant 18 mois, bon, je ne sais pas si c'est la plus grande épreuve. Il y a des gens qui se sont enfermés pendant 500 jours, vous vous rappelez, il y a eu des missions sur Terre où on a enfermé des gens pendant 500 jours. Le problème, c'est les ressources, hein. C'est l'oxygène, c'est l'eau, on peut l'avoir à partir de la glace. L'oxygène, peut-être aussi. Mais le plus grand problème, c'est les radiations. Et donc les radiations, comme je vous le disais, il faudra certainement établir un camp de base au fond d'un tunnel de lave. Il faudra être capable d'accéder. Là, alors, je sais qu'il y a des répétitions qui vont se faire, où ça? Sur la Lune. Parce que le même problème se pose sur la Lune. Hein. La Lune, il n'y a pas du tout d'atmosphère, là. Hein. Il n'y a pas du tout de champ magnétique. Donc, il y a les mêmes radiations. Je vous rappelle que, je crois que c'est juste après l'expédition Apollo 15 qu'il y a eu une sacrée éruption qui aurait pu tuer les astronautes si la mission s'était produite à ce moment-là. Hein. Donc, c'est à mon avis, le plus grand problème, et c'est celui qui est passé le plus souvent sous silence par les journalistes ou par la télévision. Alors, est-ce que c'est un projet réaliste?
Alors je conclus en vous disant, le projet Apollo en 61, quand Kennedy a dit on va aller sur la Lune avant la fin du siècle, est-ce que c'était réaliste? Pardon, alors, je ne vais pas vous parler, voilà. Voilà. Alors voilà comment on est passé de là à là. Alors en conclusion, j'ai entendu un « ah », non? Bon. Des robots ont tracé le chemin, mais de nombreuses questions restent en suspens. Mais effectivement, l'homme est curieux, et je pense qu'il, même si ça ne sert pas à grand-chose, il posera le pied sur cette planète. Alors évidemment, c'est plus facile pour un être humain de décider quelle pierre il faut prendre, quel coin il faut analyser. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il y aura de nombreuses vies de perdues, mais on verra bien. Mars n'a pas fini de nous étonner, moi aussi j'espère. Je pourrais vous en reparler. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, votre ami... Bon, ça vous a plu? Oui, c'était pas trop long, hein. J'ai regardé ma montre. Hein. Attention, là, faut pas... Par contre, c'était pas trop technique, j'espère. Ça a été... Je suis content de voir qu'il y a quand même autant de monde, bien qu'il n'y ait pas eu énormément de publicité ou une publicité tardive. Vas-y, est-ce qu'il y a des questions? Mais alors, parlez fort, parce que moi aussi, je suis comme les premières sondes vikings. Hein. Oh là, attention. Allô, allô. Ah, parfait. Oui, en fait, tu disais en fait qu'il y avait des gens qui étaient restés plusieurs centaines de jours en fait en conditions Mars. Sans le masque, avec masque, le ouais. masque. Il y avait des gens qui étaient restés plusieurs centaines de jours en fait sur Terre dans des conditions similaires. En fait, je pense que l'aspect psychologique en fait est complètement différent. Parce que quand on est sur Terre, même si on reste 500 jours isolé avec 2-3 personnes, on sait que s'il y a un souci de santé, etc., on peut sortir. Exact. Alors que sur Mars, c'est impossible. C'est-à-dire que si quelqu'un a un problème de santé et doit être rapatrié sur Terre, c'est juste impossible. Absolument. Il faudra absolument qu'il y ait un docteur. Il faudrait qu'il y ait un docteur, oui, un docteur chirurgien, etc. C'est-à-dire que oui. Sur l'ISS, je sais qu'il y a des systèmes de sécurité où il y a un souci, ils peuvent revenir rapidement. Oui. Sur la Lune, en quelques jours, ils pouvaient revenir. D'ailleurs, c'était prévu. Sur Mars, c'est juste impossible. Donc, et il paraît que aussi psychologiquement, le fait de ne pas voir la Terre, de ne pas voir la Terre dans le ciel, ça pose des questions. Mais il y aura toujours des aventuriers pour ça, je pense. Vous savez, on a les Américains, non, c'est pas les Américains, je crois que c'est les Hollandais ont mis au point une mission qui devait s'appeler Mars One, c'était un aller simple sur Mars, on ne les ramenait pas. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui se sont présentées, et notamment des Français. Vous voulez quitter notre merveilleux régime? Donc en effet, les premières missions risquent quand même d'être extrêmement des... dangereuses. Absolument. Oui. Voilà. Mais je pense que les gens sont conscients. Il y a une question éthique. Est-ce qu'un gouvernement peut permettre le lancement d'une mission en sachant qu'il y a très peu de chances que les gens reviennent? Je ne sais pas, parce qu'il faut quand même, pour lancer une fusée, il faut une autorisation gouvernementale quelconque. Hein. Est-ce que... je ne sais pas. C'est des problèmes qu'il faudra résoudre. À mon avis, tout ça, ça va d'abord se résoudre avec la Lune. Il va falloir qu'on fasse des répétitions sur la Lune. Vous savez que la grande histoire des prochaines années, c'est une station en orbite lunaire, qu'on appelle Gateway, et cette station doit servir de point intermédiaire entre la Terre et la Lune. C'est-à-dire quand on va vouloir aller sur la Lune, on va d'abord faire un stop là, boire un petit coup, se retaper, monter dans une capsule qui vous emmener sur la Lune, faire vos petits machins, et vous revenez là-dessus. Et on pense que ce Gateway devrait aussi servir
comme base de départ pour aller plus tard vers Mars. Voilà, on verra. Donc, à mon avis, on va commencer par ça, ou alors juste une mission suicide de 2 ou 3 personnes vers Mars pour voir. Est-ce qu'ils veulent prendre des gens d'un certain âge déjà? Est-ce qu'ils veulent prendre des gens d'un certain âge parce qu'en fait, il y a un problème de radiation, en fait. Oui. Donc, si on prend des gens qui ont 30 ans, par exemple, vous voyez, le problème, c'est pas du tout la même chose que si on prend quelqu'un qui a 50 ans. Absolument, oui. En termes d'espérance de vie, etc. Donc, est-ce que ça a déjà été étudié? Est-ce que... Oui, il y a beaucoup d'études là-dessus. De la même façon, il semble que les femmes soient beaucoup plus sensibles aux radiations que les hommes. Hein, mais on a fait des études à bord de l'ISS. Il y a notamment ce qu'on appelle l'étude avec les jumeaux. Il y a eu 2 astronautes qui étaient jumeaux parfaits. Hein. Il y en a un qui est resté au sol et l'autre qui est resté 1 an à bord de l'ISS. On s'est aperçu que celui qui était resté à bord du l'ISS, il y avait eu des problèmes dans la structure de l'ADN, il y avait eu des problèmes au niveau des yeux, de la rétine. Bon, je ne vous parle pas de problèmes mécaniques de l'ossature, qui est ce classique. Hein. Donc, il y a vraiment des... C'est un sacré problème. C'est quand même partir 2 ans et demi, 3 ans comme ça. Mais il y aura toujours des volontaires. Il y aura toujours des volontaires. C'est ça le propre de l'homme, je pense. Bon, on fait circuler un peu le micro, sinon tu vas me coincer là encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une jeune fille là, qui a 13 ans. Je vous ai fait prendre beaucoup de notes. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, moi ce que je pense de mission humaine vers Mars, je pense que c'est pas nécessaire. Les robots sont de plus en plus performants, mais c'est sûrement dans la nature humaine d'y aller. Donc voilà, mais c'est triste, mais c'est comme ça. Mais ça va être je répète, on vit une époque formidable et les années qui viennent vont être encore plus intéressantes. Hein, avec cette histoire de retourner sur la Lune, vous pouvez me dire, il était temps, hein, plus de 50 ans après, retourner sur la Lune. Mais on a maintenant une autre technologie, hein, donc ça va être intéressant. On va s'amuser. Et la prochaine fois, j'espère que vous parlerez des premières nouvelles missions lunaires. En tout cas, pour parler de prochaine fois, la prochaine fois, quelle est la date? Le 27 novembre. Le 27 novembre. Voilà. Bernard Lelard, ici présent. Le samedi 27 novembre, voilà, c'est notre ami samedi. Bernard qui vous présentera donc sa présentation sur la naissance de l'apparition de la vie sur Terre et tout le cheminement jusqu'aux dernières découvertes de l'ARN messager. Donc un cheminement extraordinaire de naissance, il vous parlait des comètes, des acides aminés apportés par perfusion sur les planètes, jusqu'aux dernières découvertes de l'ARN messager. Ce sera particulièrement intéressant. Alors, pour terminer, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui est partie des États-Unis une mission qui s'appelle Lucie vers les lunes de Jupiter. C'est une mission qui est intéressante parce qu'on va étudier plusieurs, je crois que c'est les Troyens. Alors les Troyens, vous savez pas ce que c'est. Il faut que je vous dise un mot là. Vous pensiez que vous étiez prêt à partir, eh ben non. Autour d'une grosse planète, de part et d'autre, au point de Lagrange, il y a une accumulation d'astéroïdes, de petits cailloux, etc. Et la mission qu'on a lancée aujourd'hui et qui va être là-bas dans quelques années, se charge d'étudier ces petits astéroïdes et elle va en visiter 6 ou 7. Hein, ça va être intéressant. Bon, j'espère que je serai là pour vous en parler dans 7 ans. 6 ou 7 ans, on verra. Je serai encore un peu plus, gaga. Mais bon, voilà, je voulais juste vous dire ça. Bon, si vous n'avez plus de questions, moi je vous souhaite une bonne soirée. Ça m'a fait très plaisir. Attends, je crois qu'on a une question au fond de la salle. Ah, une question, d'accord. Alors merci pour votre présentation. C'était vraiment. Ah bah là, j'entends rien, camarade. Ah. J'ai des oreilles qui datent de l'époque préhistorique, hein, aussi.
Vous m'entendez? Oui. Donc je disais merci pour votre présentation, c'était vraiment... personnellement, j'ai vraiment aimé. Alors j'avais juste une petite remarque et une question. Alors sur Edgenuity, il y a eu le CNES qui a travaillé dessus aussi, avec le projet Mosquito. Bon, on n'a pas été choisi par la NASA, mais bon, j'espère qu'on sera choisi pour le futur. Et la question, c'est, au début, vous aviez dit que Mars était potentiellement dans la zone habitable, dans le passé. Et est-ce qu'on ne peut pas remonter justement avec les calculs pour savoir si elle a vraiment été dans cette zone? En fait, c'est la question sur le modèle de Nice. Sur Le modèle de Nice, la création du système solaire, la position des planètes, a-t-elle été plus dans une zone habitable qu'elle ne l'est maintenant? Finalement, ça trancherait la question de savoir s'il y a potentiellement de la vie ou pas. La création du système solaire, c'est un problème en soi. On pense qu'au début, les planètes n'étaient pas comme elles sont maintenant. Hein. Donc il y a eu tout un tas de chamboulements dans le système solaire. Si c'est ça votre question, il y a eu tout un tas de chamboulements dans le système solaire. Mais les planètes rocheuses, telles qu'on les connaît actuellement, étaient approximativement dans la même position. Donc ça n'a pas changé. Mais vous mettez peut-être le doigt sur le point, c'est qu'au début du système solaire, le Soleil sa puissance était différente. Hein. Il était moins chaud, etc. Donc ça pouvait jouer sur le climat de la Terre, sur le climat de Mars. C'est une autre... Peut-être que Bernard pourrait nous en dire un mot, puisqu'il nous a fait une présentation un jour là-dessus. Enlève ton masque. Enlève ton masque. Je ne sais pas qui a posé la question. Là. Enlève ton masque. S'il vous plaît, merci. Bon. Il y a à l'Observatoire de Nice une équipe dont le patron est Alessandro Morbidelli, qui a découvert en 2005 et en 2011, donc c'est quand même assez récent, la façon dont les planètes se sont constituées. Et il y a eu, bon, vous savez qu'il y a deux types de planètes, les planètes rocheuses et les planètes gazeuses. Leur rang n'était pas à la même place qu'elles sont aujourd'hui. Les planètes rocheuses étaient beaucoup plus rapprochées. Les planètes gazeuses étaient beaucoup plus éloignées. En fait, c'était une espèce de galette qui tournait autour du proto-soleil, et il y a eu des modifications et des migrations de planètes. Il se trouve en particulier que les 4 planètes rocheuses étaient regroupées ensemble et que la plus grosse planète était Jupiter. Jupiter, on a calculé en 2011, vous voyez que c'était il y a 10 ans, que Jupiter s'est rapproché dangereusement des planètes rocheuses. Saturne, par un système de résonance, s'est approché de Jupiter et a tiré Jupiter vers l'extérieur. On pense même qu'il y a une planète qui a été, au moins une. En fait, on a calculé qu'il y avait 22 planètes et qu'il y a une planète qui a été éjectée, on ne sait pas trop où, on la cherche encore, et que le Saturne a retiré Jupiter vers sa place actuelle, et il y a eu un système d'attraction qui a fait que Mars s'est retrouvé beaucoup plus loin que prévu. C'est la raison pour laquelle Mars est très froid maintenant. Et donc, ce sont des découvertes exceptionnelles. Moi, j'habite partiellement à Nice et il m'arrive d'aller à l'observatoire. Il y a beaucoup de chercheurs étrangers qui maintenant sont stationnés à Nice aussi parce qu'il fait beau, parce que c'est chouette. Bon. Et actuellement, on a pu photographier, parce que lorsqu'on expose ces sujets, on a dû évidemment faire des simulations mathématiques. Or, il se trouve que cette année, au mois de, je ne sais plus maintenant, c'était mars-avril, on a pu photographier
dans la constellation du Cocher une proto-étoile qui s'appelle AB Origée, qui était en cours de formation, c'est-à-dire qu'il y avait la proto-étoile et la matière qui tournait tout autour, un peu comme un système de pâte brisée. Et on a pu photographier exactement ce que l'équipe d'Alessandro Morbidelli avait imaginé. Alors vous savez, je crois avoir dit tout à l'heure que notre association va fêter ses 40 ans à l'Observatoire de Nice, et Alessandro Morbidelli m'a assuré qu'il présenterait aux gens de notre association Vega ces dernières découvertes. Ok, merci Bernard. Je crois qu'on peut vous remercier tous. C'était très sympa de vous retrouver physiquement, en bonne forme. Tous ceux qui sont là ont survécu au Covid, c'est déjà ça. Alors le 27 novembre, on compte sur vous. Voilà. Bonne soirée, bon retour.